Bonjour, je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous écoutez Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Cessons d'être écologistes. Podcast en 4 épisodes. Premier épisode, les limites des limites. Écologie. Voici un mot qui ne laisse personne neutre. Que l'on soit sensible aux questions environnementales ou le contraire, personne ne reste silencieux lorsque ce sujet est abordé. Pourtant, de quoi parle-t-on? Et surtout, que faut-il croire et faire ou ne pas faire? Je vais donc essayer dans ce nouveau podcast d'aborder ici l'épineuse question de notre rapport à la nature, de nos actions et pourquoi au final il me semble nécessaire d'arrêter d'être écologiste. Mais je vais tout de suite éventer un secret qui n'en est pas un pour ceux me connaissant. Je suis profondément, viscéralement pro-écologie. Et pourtant, j'en arrive à une conclusion radicale en l'annonçant ici qu'il faut cesser d'être écologiste. Mais voyez-vous, je pense que la radicalité doit être bien plus importante et que c'est bien notre société, notre système, nos imaginaires qui doivent cesser tout simplement, cesser d'être ce qu'ils sont, notre peine de mort assurée. Mais alors, moi qui essaie de trouver les justes équilibres en toutes choses, pourquoi clamer une revendication si séditieuse? C'est ce que nous allons voir ensemble, sans heurts, ni conflit, ni mensonge, et surtout en toute transparence, loin des discours idéologiques et autres leçons moralistes inappropriées. Il y aura donc 4 épisodes. Vous commencez à connaître le fonctionnement de mes podcasts. Le premier épisode s'intitule « Les limites des limites ». Le deuxième épisode s'intitulera « Universalisme ou impérialisme ». Le troisième épisode portera le titre de « Consumare ergo sum ». Et enfin, le quatrième s'intitulera « It's beyond my control ». Alors, par où démarrer et pourquoi avoir donné à cet épisode le titre « Les limites des limites ». Pour commencer, il m'est impossible de faire l'impasse sur l'étymologie du mot « écologie ». Il faut bien sûr opérer une césure entre « éco » et « logie ». Ils sont issus du grec ancien, pour « éco » « oikos » et pour « logie » c'est « logos », que l'on pourrait traduire par, pour le premier, maison, habitat, et le deuxième, discours, étude. L'écologie est donc littéralement la science de notre habitat, et cet habitat est notre planète. D'emblée, voici pour moi un premier couac, car dans le monde des sciences, le terme écologie définit par exemple la science des conditions d'existence, l'étude des relations des êtres vivants, etc. Or, d'une manière typiquement issue des Lumières et du positivisme du XVIIIe siècle, qui en découla, et au final gardant la prédominance de l'homme qui sur le reste du vivant, puisque enfant du divin, fabriqué à son image. Garder le mot écologie fixe l'ensemble du vivant, mais aussi des phénomènes physiques de notre planète, à lire, à comprendre, avec le prisme d'être notre habitat. Alors, je sais que les scientifiques modernes ne nous placent heureusement plus comme l'alpha et l'oméga de toute chose, mais pour nous, citoyens lambda, habitants de ce monde, le terme écologie, par son essence, tend à nous laisser comme les possesseurs de cette planète. Ce
que nous ne sommes pas. Si je vous employais une métaphore bien connue, notre maison brûle. Mais il faudrait rajouter, et nous n'en sommes que locataires. Mais en fait, la terre n'est pas notre maison. Et le terme habitat est à nouveau un faux ami linguistique. Et si je devais donner une analogie à la métaphore de la maison, nous devrions nous voir et nous vivre comme une prairie. Chaque brin d'herbe sont les êtres humains, et ce que nous considérons comme notre habitat, notre maison, notre planète, notre position, n'est en fait que le sol sur lequel nous poussons. La prairie n'appartient pas à l'herbe, et encore moins à ses brins. Et ceci n'est pas une simple question de morale, mais bien d'intelligence, car par exemple l'herbe peut-elle empêcher le bison de venir la brouter, la pluie de l'inonder, ou au contraire le soleil de la griller, le sapin de l'étouffer par ses aiguilles tombantes au sol, ou le feu, ou le pétrole, ou la neige, ou la pelleteuse, ou que sais-je, de la détruire. Nous ne sommes pas les dieux de notre planète. D'ailleurs, il est totalement hérétique de voir les croyants des religions du livre détruire ainsi notre terre, puisqu'ils anéantissent la création de leur Dieu. Ou alors, cela voudrait dire qu'ils se prétendent ici-bas être l'équivalent de leur créateur. Et je le redis, en plus d'être criminel, c'est totalement hérétique. Pour ma part, je préfère le terme géosciences au pluriel. Cela regroupe toutes les sciences étudiant notre planète, notre biosphère, mais aussi son environnement spatial, car cela a pour moi plus de sens et de cohérence. Mais vous allez me dire que je pinaille. Pourtant, vous verrez dans quelques minutes que les choix des mots ont un sens et importance concrète. Le second point est un constat que nous allons devoir faire, vous et moi. Constat simple, mais imparable. Tout, oui, tout a une fin. Je sais que de nos jours, parler de la finitude est presque une insulte, une déclaration de guerre, tant on a bourré nos crânes d'une presque immortalité atteignable par nos consommations. Et pourtant, je dois vous faire une annonce qui n'est ni triste, ni injuste, puisqu'elle est la seule certitude de nos existences. Un jour, que je vous souhaite le plus lointain possible, un jour, nous devrons tous mourir. De manière différente, à des âges eux aussi qui vont différer, mais les où, comment, avec qui et même pourquoi. Mais oui, nous savons tous qu'il y aura une fin, même pour nous. Or, cette loi que nous savons nôtre, beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à la concevoir pour le reste de notre réalité. Que cela soit notre voiture, notre veste préférée, notre chien, notre cactus, notre culture, notre nation, nos alouettes, nos dorades, nos coraux, nos montagnes, notre oxygène, notre cuivre, etc., etc., etc. Tout cela un jour, proche ou lointain, tout cela un jour va s'arrêter, se déchirer, mourir, se flétrir, s'effacer, périr, s'éteindre, disparaître, blanchir, s'éroder, se rarifier, se tarir, etc. C'est ce constat qui, par son évidence imparable, formera la pierre angulaire pour les fondations solides afin d'ériger la maison de nos réflexions. Car je vais vous demander de me suivre sur un sentier que j'annonce simple, mais dont notre cheminement sur son tracé va nous permettre de poser des constats afin d'avancer sur ce sujet
et ainsi éviter les guéguerres habituelles qui se jouent dès qu'on prononce le mot écologie et qui empêchent de dépasser le niveau zéro de la réflexion et plus encore celui de l'action. Donc, puisque tout a une fin, que cela soit dans le monde de l'inerte et du vivant, nous devons acter que quelque chose passe d'un état à un autre. Un exemple, un être humain faisant ses courses. Une voiture le fauche. Il est mort. Il est donc passé de l'état du vivant à celui de mort. Le pauvre humain, que nous imaginons être projeté par la violence de l'impact avec le bolide, sera passé par plusieurs états avant d'être mort. Il sera tour à tour et simultanément un être blessé par l'impact, un projectile propulsé, toujours par cette rencontre avec la voiture et son corps. Il sera soit un être inconscient dès le début de l'accident, ou pendant son vol plané, ou alors lors de sa violente rencontre avec le sol, ou bien après qu'il gît au sol. Lors de son atterrissage, il sera de nouveau blessé, ici par l'impact. Mais sa terrible aventure ne s'arrête pas là, car il pourra déjà être mort, ou alors décédé sous la violence du choc au sol, mais il peut aussi mourir en attendant les secours ou pendant son transport à l'hôpital ou sur la table d'opération, etc. Ce terrible exemple que je viens de vous narrer, faisant passer un vivant à la mort, montre en effet que tout a une fin. Mais vous avez peut-être remarqué ce qui s'est produit pendant cette démonstration, ce qui est apparu. Eh bien, on constate une simple chose. Pour passer d'un état à un autre, il y a des limites, des frontières, des lignes à franchir. Ici, pour être mort, il faut passer toutes les limites du vivant, ou plutôt qui vous permet de rester en vie. Combien de fois avons-nous entendu, par exemple dans les films et les séries, cette très juste phrase prononcée lorsqu'un protagoniste meurt, son corps a lâché ou il n'a pas tenu, etc. Effectuons ici un exercice simple. Prenons un élastique, un cheveu, un spaghetti non cuit. Si on leur applique une force importante, ils vont soit claquer, soit se déchirer, soit casser. Nous montrons une limite qui, lorsqu'elle est atteinte, engendre le changement de statut de ce que vous tenez entre vos doigts. Par exemple, vous allez vous retrouver avec, en tirant trop, 2 morceaux de cheveux. Et pour arriver à ce fait, vous aurez fait atteindre la limite de rupture de votre cheveu et l'aurez dépassé. Et c'est pourquoi vous vous retrouvez avec 2 bouts. Il faut donc retenir que tout passage d'un état à un autre, pour qu'il y ait ce passage-là, il y a obligatoirement des limites à atteindre et dépasser. Et toute chose, même vivante, en possède. Alors on a presque terminé cette partie demandant un petit peu de réflexion abstraite et pourtant si concrète comme vous allez vite le constater. Or donc, nous avons vu, pour passer d'un état à un autre, il faut dépasser des limites. Elles seront là, parfois posées par des lois de l'homme et souvent par les lois dites naturelles. Certaines de ces limites peuvent être mouvantes, comme par exemple le nombre d'habitants dans un lieu va, selon son importance, faire que vous vivez dans un hameau, dans un village, une ville ou une mégalopole. Autre exemple, selon votre consommation d'eau, vous serez ou non déshydraté. Et de la même manière, à 0 degré, l'eau gèle, mais à 1 degré, elle se met à fondre, etc. Je pense que vous avez compris le topo.
Or, il existe des limites qui ne sont pas variables et surtout, si elles sont franchies, ne permettent pas un retour en arrière. Exemple, un grand brûlé ne va plus pouvoir régénérer seul sa peau. Il lui faudra des greffes. Une pierre que l'on va réduire en poudre ne pourra pas redevenir le rocher qu'elle était, etc. Ces lois sont de moins en moins acceptées, même comprises dans notre société consumériste. On ne veut plus de limites. Et c'est ici, je pense, le principal problème quant à la trajectoire que nous donnons à l'humanité tout entière. Dame de la lune, des mers agitées, des prairies verdoyantes, Seigneur du soleil, des créatures sauvages et des clairières boisées. Entendez notre appel sans attendre. Notre terre est en si grand danger. Des créatures sauvages et des clairières boisées. Dame de la lune, des mers agitées, des prairies verdoyantes, par le sud flamboyant et l'est au vent déchaîné, par le nord montagneux et l'ouest aux vagues déferlantes. Sauvages et des clairières boisées. Dame de la lune, des mers agitées, des prairies verdoyantes, notre maison est en ruine et totalement épuisée. Les hommes saccagent et ne veulent pas comprendre. Dame de la lune, des mers agitées, des prairies verdoyantes, Seigneur du soleil, des créatures sauvages et des clairières boisées. Aidez-nous, vous qui pouvez sans attendre. Déchaînez les éléments et par là même nous sauver. Dame de la lune, des mers agitées, des prairies verdoyantes, Seigneur du soleil, des créatures sauvages et des clairières boisées. Dame de la lune, des mers agitées, des prairies verdoyantes, Seigneur du soleil, des créatures sauvages et des clairières boisées. Dame de la lune, Seigneur du soleil, Dame de la lune. Vous venez d'écouter Dame de la lune. Car il faut savoir, comprendre et surtout accepter que notre planète possède elle aussi de nombreuses limites. Régulièrement, vous entendez scientifiques et militants répéter que nous mettons en danger notre survie sur cette planète et nous sommes obligés de constater que la majorité d'entre nous ne réagissons pas ou peu à ces alertes.
De fait, il me semble important de développer aussi l'autre réalité qui se profile déjà. Pour tout vous dire, je me suis rendu compte de l'importance d'expliquer l'autre pendant de nos comportements lorsqu'on m'a appris ce que voulait dire être diabétique. Je suis devenu diabétique après avoir attrapé la Covid-19, un diabète de type 2. Cette maladie étant tellement présente dans nos vies depuis si longtemps, un membre de notre famille, un ami, une connaissance, un collègue de travail, nous avons tous quelqu'un atteint de cette affection, que nous en soyons conscients ou non. Nous pensons dessus tout savoir et pourtant non. Comme toujours, la réalité des choses est souvent très éloignée de nous, que nous soyons atteints ou non par elle. Et comme tout le monde, j'ai découvert et surtout compris un nombre hallucinant de choses maintenant que le diabète fait partie de mon existence. Son surnom de mort silencieuse lui est parfaitement adapté. Le diabète vous tue sans bruit, sans esclandre. En fait, vous détruisez votre corps sans vous en rendre compte. Pire, quand vous êtes en hyperglycémie, c'est-à-dire trop de sucre dans le sang, vous pouvez vous sentir en meilleure forme qu'avec un niveau normal. Et puis nous sommes dans une société du sucré, du doux, du réconfort, par la bouchée onctueuse. Tout dans le monde qui nous est proposé nous pousse à manger sucré. Et si on ne le fait pas consciemment, l'industrie alimentaire nous en fait consommer dans les produits qu'elle nous vend, et cela de manière dissimulée. Le sucre partout, tout le temps. Or, le diabète vous tue silencieusement, mais à coup sûr. Pourtant, se met en route ici un biais que beaucoup de gens n'avoueront pas, mais qui est bien connu dans le milieu médical. Moi j'appellerais ça le syndrome du baroud d'honneur. Je m'explique. Beaucoup ont face à la maladie une sorte de pulsion extrémiste et se disent « foutu pour foutu, je vais y aller à fond et qu'importe les conséquences pour mon corps, je serai mort ». Dans cette pensée, la personne voit sa maladie comme fatale dès le premier indice. L'exemple parfait de cette déduction ô combien bancale est la crise cardiaque. On fait n'importe quoi et hop, le cœur s'arrête. Mais voilà, pas le diabète. Le sucre va agir comme l'eau sur la pierre, l'érosion, vous savez, et comme la rivière, il creusera des ravins. Le sucre va arracher, boucher, éroder l'organisme. Et d'orgie de sucre découlera autre chose qu'une mort immédiate. On deviendra aveugle, on perdra l'usage d'un rein et on devra être dialysé. On sera amputé de doigts, d'orteils, de pieds. Je rappelle qu'en France et dans la plupart des pays occidentaux, le diabète est la première raison d'amputation. Toujours dans les pieds, le mal perforant, générant trous, vous incapacitant pour une vie mobile, etc. Vous vous souvenez du petit exercice de réflexion que je vous ai fait faire, la notion de limite. Pour le diabète, la limite est tout. Car vous ne vous rendez pas compte, par exemple, que votre œil est attaqué. Or, quand tout un champ de votre regard sera noir, occulté, que par exemple la vision latérale d'un de votre œil ne fonctionnera plus, là, vous irez consulter et, eh bien, il sera trop tard. Ce qui a été détruit par le diabète ne peut pas être réparé. Quand vous dévorez cette barre chocolatée, quand vous buvez ce soda, quand vous dévorez ce plat cuisiné en barquette, vous prévient-on que cela va vous rendre en partie ou complètement aveugle? Non. Et vous-même, conscient de ce fait, allez-vous ralentir? Souvent non, puisque jusqu'à l'émergence du problème, vous ne ressentez aucun embarras. Accepteriez-vous que des limites existent et qu'il ne faut pas les dépasser, car on ne peut pas revenir en arrière? Dit comme ça, je suis malheureusement certain que beaucoup d'entre nous s'en balanceraient. Car dans notre monde où il faut consommer toujours plus, on a poussé les gens à refuser la notion de limite. Pourtant, quand vous commencerez à devenir aveugle,
et que vous vous piquerez tous les jours avec de l'insuline, là vous comprendrez et changerez votre comportement. Eh bien non. Tous les infirmiers libéraux qui viennent chez les gens tous les jours m'ont appris ce fait qui est aussi affligeant que terrifiant. Beaucoup de gens, malgré leur état de diabète avancé, continuent à surconsommer le dieu sucre, leur came sucrée. Leurs limites sont largement dépassées et pourtant, comme Thelma et Louise, ils foncent dans le précipice. Oui, l'humanité est atteinte de diabète. L'humanité, c'est chacun de nous, et notre corps, notre planète. Elle a aussi des limites. Nous les dépassons et que faisons-nous? Rien pire, nous consommons encore plus. Pourtant, bon nombre de limites sont depuis longtemps dépassées. Et cela ne va pas tuer l'humanité, en tout cas pas au début, mais empêcher de continuer à vivre comme avant. Car là est l'impensé qui ronge nos sociétés. On nous parle de l'impossibilité de continuer à vivre sur notre planète, mais comme les malades dont je vous ai parlé, nous fonçons, nous disant que si elle devient propre à la vie, eh bien on va mourir et donc on ne sera plus là. Les scientifiques, les philosophes, les politiques qui veulent nous alerter sur ce qui arrive à la Terre n'arrivent pas à s'avouer ce fait. Oui, il y a le « après moi », le déluge, et ils tournent à fond. Or, ce qu'il faut dire aux gens est la même chose que l'on dit à ceux qui découvrent qu'ils sont diabétiques. Non, vous n'allez pas mourir d'un coup. Vous allez perdre petit à petit votre corps et vivre un enfer si vous ne changez pas votre mode de vie. Car là est le nœud du problème. La Terre est une planète, pas un distributeur de matières premières. Un exemple, le cuivre, ce minerai qu'il y a encore 40 ans était considéré comme commun et depuis mis dans la catégorie de ceux devenus rares. Oui, il existe toujours des mines d'extraction, mais les gisements sont tellement pauvres que pour avoir de nos jours 1 kilo de cuivre, il faut extraire et traiter 1000 fois plus de roches, si ce n'est pas 10 000 fois plus, si bien que le cours du cuivre s'envole. Alors, quelles sont les conséquences pour moi dans ma vie de tous les jours? Bon, augmentation de tout ce qui est électroménager, voiture, informatique, mais aussi les services de téléphonie. Mais autre incident auquel vous ne pensez pas, mais que vous subissez de temps en temps, les coupures d'électricité dues au vol de matériel de cuivre dans les relais et aux transformateurs, les retards de train, là aussi dû au vol du matériel en cuivre, etc. Notre Terre est une planète finie, c'est-à-dire que beaucoup de ces matières premières ne sont accessibles à hauteur d'un nombre limité de ses réserves. C'est cela notre diabète. Les limites de ces ressources sont soit déjà dépassées, le vivant par exemple, soit en passe d'être atteintes. L'alerte écologique de l'impérieuse nécessité de changer de mode de vie n'est pas en vue de notre extermination qui arrivera, mais pas immédiatement, je le répète, mais bien sur nos modes de vie, nos conforts. Si nous ne voulons pas nous retrouver dialysés, aveugles, amputés, il faut immédiatement changer. Et vous savez quoi? Cela peut être jouissif. J'ai dû changer mon alimentation avec mon diabète et j'y ai gagné en saveur, en plaisir et en satisfaction. La satisfaction de nos sociétés n'est ni impossible ni impensable. Mais alors pourquoi n'arrive-t-on pas à enclencher ces changements? C'est ce que nous allons comprendre dans le prochain épisode qui s'intitulera « Universalisme ou impérialisme ». Je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous venez d'écouter Les limites des limites, premier épisode de Cessons d'être écologistes, podcast en 4 parties. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion.
mes remerciements à vous qui écoutez mes podcasts et n'oubliez pas de les liker, partager et d'en parler autour de vous. Merci au photographe Laurent d'Oliveira pour la photo originale. Montage photo grâce au logiciel Banana et Imagen. Vidéo et présentation des épisodes réalisés grâce au logiciel VO3, Agen et Canva. Musique du générique composée et interprétée par Endog. Interlude musical, texte de Gilles Rossary-Langlais, composition Gilles Rossary-Langlais et le logiciel Suno, interprétation par le logiciel Suno. Écriture et lecture du podcast Gilles Rossary-Langlais. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion.